Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolé de ne pouvoir être des vôtres pour ce colloque du bicentenaire, comme je l'avais prévu au printemps dernier, avant que la pandémie ne nous rattrape et n'oblige les organisateurs à décaler l'événement. Aujourd'hui, il m'était malheureusement totalement impossible de venir à Vannes entre le lancement de mon dernier livre et mon séminaire de master et de doctorat hier soir et une émission de radio demain. Au moins suis-je présent avec vous par cette vidéo. Il est prévu que je vous parle des tentatives de restauration monarchique au début de la Troisième République, que je pourrais sous-titrer l'histoire en fait d'un échec. Alors le sujet qui m'occupe couvre un peu plus de 3 ans de l'avènement de la République, dont nous commémorons actuellement autre commémoration, le 150e, jusqu'au vote de la loi du septennat en novembre 1873. Cette question d'une restauration monarchique occupe alors une place centrale dans la vie politique française. Le comte de Chambord y joue un rôle tout à fait déterminant. Il importe de voir en particulier la part qu'il prend tout au long du processus et de discuter sa part de responsabilité dans l'échec. C'est bien connu, l'affaire du drapeau tricolore et le refus de celui-ci par le comte versus la thèse du complot orléaniste, mais aussi de se poser la question plus large et ô combien capitale de savoir si la restauration pouvait réussir ou pas. Alors j'ai retenu un cheminement en 3 temps pour mener à bien ma démonstration. La manière d'abord dont on est arrivé à la tentative de 1873, son déroulement, et enfin, de façon plus rapide, ses suites. Alors premier point, donc les conditions d'une restauration. Tout d'abord, la condition première est la majorité dont bénéficient les monarchistes dans l'Assemblée nationale de 1871. Alors que le gouvernement de la défense nationale, le gouvernement républicain, mis en place en septembre 1870, vient de signer l'armistice avec la Prusse, le pays aspire à la paix. Bismarck veut des élections rapides pour la conclure. Ces élections ont lieu début février 1871 et elles sont très favorables aux légitimistes, avec 200 élus à l'Assemblée nationale pour 675 sièges pourvus. Il s'agit de leur meilleur résultat depuis 1830, devant même 1849. Une entente avec les orléanistes peut leur donner la majorité et permettre d'envisager une restauration. Le comte de Chambord n'a pas d'enfant. S'il adopte son cousin, le comte de Paris, petit-fils et héritier de Louis-Philippe, celui-ci lui succédera. La fusion des deux branches des Bourbons scellera alors la restauration. Cependant, ces légitimistes sont divisés. Ils manquent d'expérience car la plupart exercent là leur premier mandat et ils n'ont pas de chef pour les conduire. Berryer, qui aurait pu jouer ce rôle, est mort en novembre 1868 et Falloux ne s'est pas présenté en février 1871. En attendant qu'un accord se fasse, il faut éviter que le provisoire ne se transforme en définitif, c'est-à-dire que la République ne se consolide. C'est bien pourquoi, même si la plupart d'entre eux n'ont que mépris et méfiance à l'égard d'Adolphe Thiers, qui est chef du gouvernement, ils vont souscrire en fait au pacte de Bordeaux, en février 1871, par lequel celui-ci s'engage à maintenir la neutralité entre les partis et à renvoyer à plus tard la question du régime. Le climat peut laisser penser à une restauration prochaine. Dieu n'a-t-il pas voulu châtier la France des fautes commises depuis 40 ans et le renversement de la monarchie légitime avec la débâcle contre la Prusse? Elles ont amené de nouvelles fautes, comme l'abandon du pape et les débordements de la commune. Face à la colère ou au désarroi des populations, l'heure est à l'expiation des fautes commises, à la repentance et au retour aux traditions qui ont fait la grandeur de la France. Ce sentiment commun aux légitimistes et à de très nombreux catholiques est aussi celui du principal intéressé, le comte de Chambord. Quelle est justement la position du comte de Chambord? Alors sans revenir dans le détail sur ce qui a déjà été dit avant moi, probablement, et sans empiéter sur ce qui sera probablement dit à la suite, il importe toutefois de rappeler que le prince a été élevé dans la haine de la Révolution et de ses conséquences, et qu'il est providentialiste, ce qui ne l'incite pas à l'action.
Néanmoins, la tournure prise par la guerre franco-allemande l'a fait se rapprocher de la frontière française fin août 1870. À la chute de l'Empire, il a rappelé ses prétentions à la couronne de France. Son manifeste du 9 octobre a affirmé que la monarchie était le remède aux épreuves subies par la France. Il en a publié un deuxième de manifeste le 8 mai en pleine commune dans lequel il se présente en souverain de la réconciliation. Catholiques et légitimistes s'enthousiastent. Les orléanistes sont favorablement impressionnés également. Et le 8 juin, les lois d'exil qui frappent les deux branches des Bourbons sont abrogées, même par un vote de la majorité orléano-légitimiste. On sait que le comte de Chambord vient alors s'installer dans le château qui lui a été offert par souscription nationale pendant son exil, et dont il a pris le nom par courtoisie. Les princes d'Orléans entament alors des tractations avec lui pour préparer une restauration. Cependant, il se montre intransigeant sur le drapeau blanc. Dans un manifeste du 5 juillet 1871, préparé avec ses fidèles et qui est publié dans le journal L'Union du 7, il affirme vouloir, je cite, « gouverner sur la base d'une large décentralisation administrative, maintenir le suffrage universel honnêtement pratiqué et garantir l'existence des deux chambres législatives comme sous la Restauration. Mais tout en rendant hommage à toutes les grandeurs de la France, quel que soit leur drapeau, il affirme qu'il ne laissera pas, je le cite toujours, arracher de ses mains l'étendard de Henri IV, de François Ier et de Jeanne d'Arc. Ce drapeau, qui occupe à lui seul 46% du texte, a, je cite, flotté sur son berceau, et il veut qu'il ombrage sa tombe. C'est très beau. C'est lui-même qui a tenu à ajouter ce passage extrêmement lyrique et sentimental. Il promet aux Français, je cite toujours, que dans les plis glorieux de cet étendard sans tache, il leur apportera l'ordre et la liberté. En fait, le comte sait parfaitement que le drapeau blanc n'est pas l'emblème incontournable de la monarchie traditionnelle, puisqu'il y a aussi l'oriflamme de Saint-Denis et la bannière fleur-de-lysée sur fond d'azur, mais le blanc illustre trois traits dominants de sa personnalité, comme l'a justement rappelé Daniel de Montplaisir dans sa biographie. La foi catholique, la fidélité à la Restauration et le refus de négocier des questions de principe avant d'avoir été reconnu roi. Dans l'immédiat, il repart pour l'étranger pour ne pas agiter davantage les esprits encore trop troublés, car hors le cercle étroit de ses fidèles, l'effet du manifeste n'est pas bon du tout. En particulier chez les orléanistes, et le comte de Paris va prendre ses distances sur le conseil de son oncle Aumale. Mais même la Gazette de France réprouve. Voilà ce que dit la Gazette. La question a toujours paru à nos amis réservée à la nation. Réunis à Versailles, à l'hôtel des Réservoirs, l'immense majorité des députés légitimistes décide de se démarquer du manifeste. Il acte une scission des courants légitimistes. Les plus orthodoxes se réunissent à l'hôtel des Chevaux légers, pendant que les modérés continuent de se rassembler à l'hôtel des Réservoirs. De toute façon, les républicains qui ont montré qu'ils savent assurer l'ordre en écrasant la Commune et en signant la paix avec les Allemands, viennent de remporter triomphalement les élections législatives complémentaires, ce qui rééquilibre la composition de l'Assemblée. Cependant, orléanistes et légitimistes modérés n'abandonnent pas l'idée d'une fusion, puis d'une restauration en faveur de Chambord, s'il accepte de transiger sur le drapeau. Sans nul doute alerté, le comte publie le 25 janvier 1872 un nouveau manifeste dans lequel il renouvelle, sans aucune ambiguïté, son attachement au drapeau qui est pour lui, et comme il le répétait sans cesse, le symbole d'un principe. Rien n'ébranlera mes résolutions, rien ne lassera ma patience, et personne, sous aucun prétexte, n'obtiendra de moi que je consente à devenir le roi légitime de la Révolution. On ne peut être plus clair. Une rumeur court, y compris dans le faubourg Saint-Germain, le comte en fait ne veut pas de la couronne, son épouse redouterait de devenir reine. L'un et l'autre auraient pris goût à l'exil. Seule l'épreuve des faits va permettre de vérifier la véracité de cette thèse. L'avènement de l'ordre moral en 1873 offre en effet un contexte favorable, une fenêtre de tir, je dirais, pour la Restauration. Au lendemain de la mort de Napoléon III, le 9 janvier 1873, puis de la messe du 21 janvier à la mémoire de Louis XVI, à laquelle assistent pour la première fois les princes d'Orléans,
Tout semble en effet redevenir possible. Légitimistes et orléanistes s'entendent pour préparer la chute de Thiers et commencent à réfléchir à son successeur. Le nom du maréchal MacMahon s'impose. On sait l'homme fort pieux, monarchiste de cœur, de famille légitimiste, d'attache orléaniste depuis qu'il a été le compagnon d'armes des princes en Algérie, mais aussi homme de conciliation et de loyauté, comme le prouve la façon dont il a servi l'Empire pendant 18 ans. En outre, il est, il faut le rappeler, marié à Élisabeth de Castres, qui ne cache pas sa sympathie pour le comte de Chambord, et qui se rattache par sa famille paternelle au légitimisme, et par sa mère au d'Harcourt, et donc à l'orléanisme. Après le vote par la coalition des droites d'un ordre du jour de défiance à l'égard de Thiers, c'est le 24 mai 1873, MacMahon est donc appelé à la présidence de la République. Il demande au duc de Broglie, orléaniste, soucieux de réaliser la fusion, de constituer un cabinet représentatif de la majorité. Ce cabinet comprend 3 orléanistes, 3 bonapartistes et 3 légitimistes. Contrairement à Thiers, MacMahon et de Broglie n'évoquent plus la République, mais se gardent aussi de parler de restauration. Pourtant, la majorité parlementaire, le président et le chef de gouvernement sont désormais monarchistes. Pourtant, la banque, réfractaire jusque-là, semble prête à accepter cette restauration. Pourtant, enfin, les rapports préfectoraux qui parviennent au gouvernement montrent que la population n'est pas hostile à cette idée. Alors ça m'amène au deuxième point de ma présentation, la tentative de restauration de 1873 qui se déroule comme une véritable tragédie classique en 5 actes, mais on va le voir, il n'y a pas d'unité de lieu, de temps et d'action. Je vais essayer de vous résumer les faits en faisant ressortir peut-être les plus saillants pour ma démonstration. Le premier acte, c'est la fusion et elle se déroule à Frosdorf. Le projet de fusion est repris par le gouvernement et par la majorité pendant les vacances parlementaires de cet été 1873. Si MacMahon reste hors du processus, de Broglie lui-même suggère à son neveu de Sanville, très lié avec le comte de Paris, d'inviter celui-ci à se rendre à Frosdorf. Dès ce moment, le chef du gouvernement doute que le comte de Chambord ait évolué et il tient déjà très probablement en réserve son projet de prorogation des pouvoirs de MacMahon. Mais il veut pousser le processus à son terme pour vider la question. L'entrevue entre le comte de Chambord et le comte de Paris a lieu le 5 août et débouche sur un accord. Le comte de Paris reconnaît dans Chambord, je cite, le seul représentant du principe monarchique en France. En cas de restauration, il est convenu qu'il montera sur le trône et que le comte de Paris lui succédera à son décès. À la suite, tous les principaux princes d'Orléans rendent visite à Chambord, à l'exception notoire du duc d'Aumale. Cette réconciliation, il faut bien l'appeler ainsi, est un événement majeur qui fait beaucoup de bruit en France. George Sand écrit à ce moment-là à Gustave Flaubert, son ami, « Je crois que nous aurons Henri V. Je sens qu'une odeur de sacristie gagne. Demeure néanmoins l'incertitude sur le drapeau qu'il faut lever. » Et c'est le deuxième acte, il a lieu à Salzbourg, c'est la mission Chénelon. Comme Chambord se montre inflexible sur le drapeau, les orléanistes décident de crever l'abcès. Lors d'une réunion des droites qui a lieu le 4 octobre, le duc d'Audifray-Pasquier pose comme préalable à toute restauration le règlement de cette question cruciale. À cet effet, Chénelon se propose pour servir d'émissaire et est désigné comme tel. Alors Chénelon, présentons-le rapidement, c'est un catholique avant tout, c'est un légitimiste de très fraîche date, il est totalement inconnu de Chambord, mais c'est un négociateur dans l'âme et il est empreint de bonhomie béarnaise. Il est mandaté avec le texte suivant, je cite, « Le drapeau tricolore est maintenu, il ne pourra être modifié que par accord du roi et de l'Assemblée. » Parallèlement, le pape fait savoir à Chambord qu'il attache un grand prix à la restauration et que la question du drapeau ne saurait raisonnablement l'arrêter. L'enjeu est trop grand. L'entrevue a lieu le 14 octobre à Salzbourg où Chambord réside et cette entrevue est cordiale. Le prince se montre conciliant sur presque tous les points, mais pas sur la question du drapeau. La mission de Chénelon est donc un cuisant échec. En dépit de ce que celui-ci écrira par la suite, en rentrant en France, il va un peu travestir la réalité et prétendre en fait que les choses se sont déroulées différemment de la
réalité. Il décide en quelque sorte, si vous voulez, d'essayer de faire le roi malgré lui, et c'est le troisième acte qui se passe à Versailles et qui va aboutir à la Déclaration des droits. Eh bien, le 16 octobre, Chênelon est de retour à Versailles et il rapporte à ses collègues ces échanges en prenant soin, cependant, d'éviter de parler du jamais qui concerne le comte et qui fermerait la porte à tout projet de restauration. À l'entendre, sa mission devient un succès. 2 jours plus tard, en présence de De Broglie, les 80 membres de la réunion des bureaux des groupes monarchistes approuvent le projet de restauration dans l'enthousiasme et à l'unanimité. Il est écrit que le drapeau tricolore sera maintenu et ne sera modifié éventuellement, je cite, que par l'accord du roi et de l'Assemblée. Chaque mot a un sens et modifié est moins choquant pour l'opinion que remplacé. Le même jour, le maréchal fait publier un communiqué dans lequel il écrit qu'il est totalement solidaire et au service de la majorité. C'est très fort. C'est le président de la République. Le 22, une réunion du centre droit et une autre de la droite acceptent à leur tour à l'unanimité ce qui a été voté dans les bureaux. Mais dans celle du centre droit, le procès-verbal fait dire à Chambord, je cite, qu'il a transigé avec les membres les plus libéraux de l'Assemblée et du pays, et qu'il a accepté le drapeau tricolore. Maladresse? Manipulation? Volonté de donner le plus de chance à la tentative? De nombreux légitimistes ont assuré ensuite que le texte avait pour but d'écarter définitivement Chambord, dont on savait qu'il ne pourrait accepter cette version des faits. La volonté de faire échouer la tentative existe d'ailleurs indéniablement chez certains. Cependant, de là à voir un vaste complot, comme certains l'ont prétendu dans le camp légitimiste, la marge est énorme. Comme De Broglie lui-même, plusieurs parlementaires souhaitent surtout sortir du provisoire ou de l'incertain, alors que de fortes turbulences s'annoncent. Si Chambord accepte de se plier à la réalité politique, tant mieux, sinon tant pis. Compte tenu des évolutions politiques des derniers mois, le vote de l'Assemblée est d'ailleurs loin d'être acquis. À supposer une unanimité en séance de la droite et du centre droit, alors que la discipline de vote n'est pas complète à l'époque, il faut encore l'appoint d'une partie du centre gauche. Selon tous les pointages, le vote se jouera au maximum à 10 voix près, dans un sens ou dans l'autre. Enfin, s'il n'y a aucun mouvement populaire à travers le pays en faveur ou en défaveur d'une restauration, l'émoi est grand, au dire des hauts fonctionnaires chargés de surveiller l'opinion publique. Une fois le projet réalisé, il est totalement impossible de répondre des grandes villes et des campagnes de gauche. Alors le quatrième acte se déroule de nouveau à Salzbourg, il est tout à fait capital, c'est, vous le savez sans doute, le manifeste. Chambord est très irrité par les retours qu'il a de ce qui vient de se passer à Versailles et qui travestissent, vous le savez, complètement ses propos, comme je l'ai rappelé. L'intervention du général de Charette, qui vient lui dire que ses fidèles vendéens n'acceptent une restauration à ce prix qu'en ravalant leurs larmes, et parce que leur roi le veut, sert de catalyseur à sa réaction qui est en train, la réaction qui est en train de s'opérer en lui. Il décide de sortir de sa réserve et fait passer la défense de son honneur avant toute autre considération. Sa réponse prend la forme d'une lettre manuscrite à Chênelon, signée de Salzbourg et datée du 27 octobre, avec copie remise à l'Union qui doit la publier le même jour, et avec communication officieuse au président MacMahon. Le texte veut mettre fin, je cite, au malentendu. Chambord refuse de sacrifier son honneur et invite Chênelon à démentir, comme lui, le travestissement de la teneur de l'entrevue qu'il lui a accordée. Il affirme ne rien rétracter de ses précédentes déclarations et, pour être sûr de bien se faire comprendre, adopte un ton plus ferme et des mots plus durs. Il refuse, je cite, d'inaugurer un règne réparateur et fort par un acte de faiblesse. Amoindri aujourd'hui, ajoute-t-il, il serait impuissant demain. Ma personne n'est rien, mon principe est tout, continue-t-il. Lorsque Dieu a résolu de sauver un peuple, il veille à ce que le sceptre de la justice ne soit remis qu'en des mains assez fermes pour le porter. Il réaffirme donc, vous le voyez, qu'il ne peut en aucune façon accepter le drapeau de la Révolution. Le cinquième et dernier acte se déroule à Versailles et je serai bref, il pourrait tout simplement s'intituler l'échec définitif. Dès la réception de la lettre, Chênelon se précipite, mais il est trop tard.
Après avoir lu la lettre aux droites assemblées, il lâche: tout est fini, notre projet n'est plus réalisable. Les légitimistes sont atterrés. Des larmes coulent sur les joues de certains, comme le général Changarnier. La droite, le centre-droit et le centre-gauche publient des communiqués amers. Les bonapartistes, eux, ne cachent pas leur joie, car le prince impérial atteindra la majorité politique le 16 mars 1874, et tous les espoirs leur sont désormais permis. Thiers savoure, les républicains sont soulagés, la presse est très dure pour le comte de Chambord, à quelques exceptions près, comme le journal clérical L'Univers de Louis Veuillot, je cite Louis Veuillot: pour nous et pour d'autres, Dieu merci, ce manifeste montre ce qu'est un roi de France et un roi chrétien. Alors, troisième et dernier temps de ma présentation, les conséquences. Je commencerai par évoquer une tentative qui me semble très révélatrice. Des lettres et télégrammes affluent en effet à Frosdorf de toute la France, mais aussi du gouvernement, pour inciter le comte de Chambord à faire machine arrière. L'Union, qui lui est fidèle, publie même tous les jours des pétitions en ce sens. Chambord mesure alors les conséquences de son acte et décide d'agir. C'est la meilleure preuve, à mes yeux, s'il en était besoin, qu'il envisageait bien de régner, et que s'il hypothèque gravement une restauration monarchique, il ne le fait pas volontairement. Le 3 novembre, il décide même de se rendre en personne à Versailles pour y rencontrer celui qui, croit-il, est disposé à devenir son connétable, à savoir le président MacMahon. Il pense que celui-ci acceptera de rejouer 1814, qu'il présentera Henri V aux députés, et que ceux-ci, entraînés par les monarchistes, se soumettront. Il est bien mal informé sur les sentiments de l'Assemblée et sur ceux du supposé Bayard des temps modernes, MacMahon. En effet, MacMahon refuse de se prêter à la combinaison et refuse même l'entrevue, car il ne veut pas paraître se prêter à une intrigue. Chambord est abasourdi. On lui prête cette réplique: je croyais avoir affaire à un connétable de France et je n'ai trouvé qu'un capitaine de gendarmerie. C'est très très dur pour MacMahon. En fait, il a tout simplement face à lui un président de la République française. Parallèlement, De Broglie a ressorti son projet de prolongation des pouvoirs du président, qui a pour avantage de préserver l'avenir. En plein désarroi, les légitimistes modérés et libéraux s'y rallient. De Broglie accepte de réduire la prolongation de 10 ans à 7 ans, de manière à séduire le centre-gauche, et dans la nuit du 19 au 20 novembre, l'Assemblée vote la loi du septennat qui lève l'hypothèque d'une restauration monarchique jusqu'en 1880. Tout s'écroule. Chambord quitte Versailles dès le lendemain. À Paris, il prend le train qui le ramène en Autriche. Il ne reverra, vous le savez, plus jamais la France. Deuxième point de cette dernière partie, l'une des conséquences majeures de l'échec est justement le retrait de Chambord. À court terme, l'échec de la Restauration n'a pas seulement pour conséquence la prolongation des pouvoirs de MacMahon, il entraîne aussi la perte par les légitimistes des 2 portefeuilles ministériels qu'ils détiennent et le discrédit de la parole de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Le 14 mars 1874, Dayrell, l'un d'entre eux, dépose une proposition de rétablissement immédiat de la monarchie. La réaction de l'Assemblée, c'est un rire. La proposition n'est pas même discutée. Il en est de même d'une autre proposition du même type à la mi-juin suivant. Dans son manifeste du 27 juin 1874, qui est peut-être sa plus nette déclaration, même si il n'a jamais été un dissimulateur, comme je crois vous l'avoir montré, et comme vous le savez bien évidemment, Chambord explique sa fidélité au drapeau blanc par sa fidélité à son grand-père, Charles X. Il s'agit de restaurer la restauration, selon sa formule, telle que souhaitée par celui-ci et non l'ancien régime. Le ministre de l'Intérieur va tuer dans l'œuf cette tentative du comte de Chambord pour renouer le lien avec le peuple français et l'élite politique. Il fait suspendre pour 15 jours l'Union qui a publié le manifeste. MacMahon, de son côté, réaffirme que l'heure de Chambord est désormais passée. On le sait, l'échec de 1873 et l'intransigeance de Chambord permettent la conjonction des centres et l'entente des orléanistes et des républicains modérés sous la menace d'une remontée électorale des bonapartistes à la faveur à ce moment-là d'élections partielles.
Le tout aboutit au fameux compromis de 1875, aux lois constitutionnelles et à l'établissement officiel de la République, même si celui-ci se fait par la petite porte de l'amendement Vallon. À plus long terme, l'échec, si je vais terminer avec cela, signifie la lente érosion du légitimisme. Désormais, le légitimisme perd du terrain au fil des élections. Les élections législatives de février 1876 sont très mauvaises pour lui, en particulier dans le bastion du Midi et dans une moindre mesure dans l'Ouest, avec seulement et au total une trentaine de partisans sûrs du comte de Chambord. Le légitimisme a une influence minime sur la politique du gouvernement du 16 mai. Dans la Chambre élue en octobre 1877, il n'y a plus que 44 légitimistes de toutes nuances, dont plusieurs sont même invalidés par la majorité républicaine. Le recul est également sensible aux élections cantonales et municipales. Beaucoup de légitimistes font alors passer la cause de la papauté avant celle d'un roi qui les a déçus. La mort du comte de Chambord, le 24 août 1883, n'est donc pas le coup fatal, mais le point final d'une lente et inexorable érosion. Des légitimistes se rallient alors au comte de Paris. D'autres le font au fils du prétendant espagnol, Don Carlos. D'autres encore mettent leurs espoirs dans l'attente d'un homme providentiel. Les derniers font leur deuil de la politique et se consacrent désormais exclusivement à l'action religieuse et sociale. Le comte a bien été le principal obstacle, vous l'avez vu, à la Restauration. Il a réellement considéré que le drapeau n'était pas qu'un symbole, mais aussi un principe. Contrairement à Charles VII, à Henri IV ou à Louis XVIII, il n'a voulu faire aucune concession à son honneur pour permettre la Restauration, et en vrai disciple de Joseph de Maistre, il a préféré confier son sort, et plus largement celui de la monarchie, à la Providence. Coupé de la France depuis trop longtemps sans doute, Chambord a eu d'elle une vision idéalisée, loin de l'état politique réel du pays, des rapports de force parlementaires et des manœuvres ourdies contre lui. En dernière analyse, et je termine avec cela, la Restauration a été impossible, car deux formes de souveraineté, deux univers politiques, deux conceptions du monde ne pouvaient ici se concilier. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation pour le colloque.